Il est 18h30 passé, on a dépassé de 10 minutes. Par respect pour celles et ceux qui étaient à l'heure, d'autres vont nous rejoindre, mais nous sommes déjà nombreux pour cette rencontre sur le plan local d'urbanisme intercommunal et de l'habitat. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Pour celles et ceux qui étaient là le 21 décembre, vous allez retrouver beaucoup de similitudes dans la présentation et puis dans le format de cette réunion. Vous avez à la table Marilyn Rieux, adjointe au maire chargée de la solidarité, et sur le sujet d'aujourd'hui en particulier sur le logement social. Isabelle, vous connaissez tout le monde, mais je le redis. Isabelle Meffren, chargée de la transition écologique, Bernard Bensoussan, chargé de la planification urbaine, donc en plein dans le sujet. Jean Dinis, chargé de l'application du droit des sols, donc lui il est sur l'aval de ces questions-là, mais c'est un interlocuteur aussi sur tout ce qui est urbanisme évidemment. Et puis Jean-Pascal Guillemet qui est notre délégué sur la question de la gestion des risques. Donc la configuration est la même, 30 à 45 minutes de présentation. Compte tenu effectivement de ce que je disais, de la relation assez étroite dans les informations avec la réunion du mois de décembre, je vais passer rapidement sur des choses que vous connaissez, qui ont déjà été dites, et puis m'arrêter sur des choses un petit peu pointues, ou qui ont évolué depuis le mois de décembre, terminé par finalement les étapes qui arrivent après, sur cette question du PLUIH, l'arrêt par le Conseil de métropole au mois de juin, la concertation des personnes publiques associées, l'enquête publique, etc. Donc on aura l'ensemble. Donc on va rentrer dans le sujet, dans l'ensemble de ces sujets, et puis terminer par cette question finalement du calendrier après. Présentation générale, 30 minutes. Questions-réponses. Voilà, donc on y va sur les questions-réponses. Je vous le dis parce qu'on le fait à chaque fois, sur des questions qui vous sont personnelles, ou qui touchent, on va traiter les éléments généraux, les questions qui vous sont personnelles, et il y en a, et c'est bien naturel, ou qui touchent à un secteur, ou un quartier, ou à une rue, etc. Vous viendrez, on ne les traitera pas dans la séquence, on va dire, d'information générale, ou des questions générales. En revanche, après la réunion, en particulier Bernard, qui connaît bien, et Jean Dinis sont à votre disposition pour venir creuser un sujet, poser une question spécifique. Donc on restera comme ça sur, je dirais, une connaissance générale et un débat général sur cette question du PLUIH. Vous allez entendre ce soir, pour se le dire très rapidement, alors on utilise beaucoup de sigles sur les questions d'aménagement et d'urbanisme. ENAF, les espaces naturels, agricoles, forestiers, vous connaissez ça. Le programme d'orientation et d'action, on est là sur le H du PLUIH et on va le reprendre dans le détail. C'est la feuille de route, finalement la feuille de route Habitat du PLUIH, le PADD que nous avons déjà débattu, nous avons fait des réunions publiques, nous étions au mois de décembre, pas le mois de décembre 2023, mais le mois de décembre 2022, le PADD, le projet d'aménagement de développement durable, c'est le socle des orientations stratégiques de ce PLUIH, le SCOT. On va faire une référence au schéma de cohérence territoriale, c'est-à-dire, et je vais y revenir, et le SRADET, encore une fois, ce sont les documents de planification qui sont finalement supra, c'est-à-dire auxquels le PLUIH va se référer, SCOT, SRADET. Donc, on va poser finalement ce qui sera le nouveau cadre réglementaire que l'on va porter dans le cadre de ce PLUIH 2025. On va rappeler les quatre grands objectifs que nous portons, ville de Tournefeuille, et puis, je le disais, quelles sont les étapes qui sont derrière nous. Pour rentrer dans le détail de ce premier chapitre, finalement, sur quel est le cadre réglementaire stratégique de ce PLUIH, et là aussi, pour passer rapidement, je l'indiquais, sur des informations qui ne sont pas nouvelles, et vous allez voir pourquoi. La commune fait toujours 1818 hectares et la référence, c'est la population de 2020. Oui, on a des références plus récentes, mais pour harmoniser la référence, toutes les communes sur l'ensemble de la métropole, à ce moment de l'élaboration du PLUIH, on a pris la référence de 2020, donc 28 000, un peu plus de 28 700 habitants et une croissance d'1,2 à 1,3% par an. L'habitat, 13 000 logements, une proportion
importante de logements individuels. C'est l'histoire de notre commune, vous le savez, 40% de logements collectifs, 18,5% de logements sociaux. Et il faut se rappeler que la loi Allure, pour ceux qui ont encore le terme de la loi SRU, ça vaut aussi, elle a été reprise par la loi Allure, mais l'objectif est bien des 25%. Voilà quelques chiffres qu'il faut rappeler. Je l'indiquais tout à l'heure, le PLUiH doit être compatible avec le schéma de cohérence territoriale, dont la révision est en cours, et on va voir les liens, les relations qu'il y a sur un certain nombre de sujets. Le SCOT, 112, 114 communes, 113 communes. La grande agglomération toulousaine, le SCOT, le schéma de cohérence territoriale de la grande agglomération toulousaine, c'est 113 communes, 4 ou 5 intercommunalités. Et il est absolument nécessaire qu'à cette échelle-là, de l'aménagement, de l'habitat, de la mobilité, on regarde au-delà des 37 communes du PLUiH de la métropole. Le SRADET est régional, le schéma régional d'aménagement, de développement durable du territoire. Et lui aussi, il va donner un certain nombre d'orientations à l'échelle de la région Occitanie. Et on aura l'occasion de dire pourquoi. Et puis tout ça découle de la loi climat-résilience, qui est maintenant connue et célèbre sur un certain nombre de sujets. Donc vous voyez comment finalement s'emboîtent les différents sujets législatifs, la loi et les documents de planification pour arriver à notre PLUiH. Voilà. Donc, pour redire sous une autre forme cet emboîtement, mais on peut passer effectivement sur cette diapo, simplement pour se dire que la loi climat-résilience, qui découle, il faut se rappeler, de la Convention citoyenne sur le climat, a fixé ce cap de la réduction de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers pour des raisons de changement climatique et la nécessité absolue pour ces raisons-là, on pourra y revenir dans la discussion s'il y avait encore des interrogations sur ça ou des doutes. En tout cas, ce sujet-là ne fait plus débat. Le réchauffement climatique est là. Il faut traduire dans un certain nombre de politiques publiques l'ensemble des leviers qui vont nous permettre de réduire l'impact sur le climat. Donc la loi climat fixe effectivement cette orientation de la consommation des ENAF. On va voir au niveau de la métropole comment ça se traduit. Le SRADET, lui, va effectivement traduire cette loi aussi, et notamment cette consommation. Le schéma de cohérence territoriale, qui va lui fixer des orientations en termes de développement économique, d'accueil de nouvelles populations, mais aussi il va s'intéresser à la question des équipements métropolitains, notamment les questions de mobilité, évidemment, et puis la question de mobilité, je l'évoquais. Nous faisions, dans le PLUiH précédent, y compris celui qui avait été annulé en 2019, mais le précédent, a toujours fait référence, depuis que ces schémas d'aménagement existent, le PLUiH a toujours fait référence au SCOT. Et notamment, vous avez en souvenir qu'il nous donnait une perspective, une indication en matière de densité. Entre ville intense, première couronne, deuxième couronne, etc. On avait des densités un peu repères comme ça. Cette notion a changé, ou va changer, parce que le SCOT, précédemment, était organisé à partir de ce que l'on appelait des pixels, c'est-à-dire des carreaux, des carrés de territoire, où on venait donner un certain nombre d'indications d'orientation d'aménagement. Bien. Le SCOT, qui va être approuvé dans les mois à venir, va organiser le territoire, l'aménagement du territoire, de façon différente. Il va identifier des grands pôles urbains, Toulouse bien sûr, Blagnac, Colomiers, Muret sont des grands pôles urbains. Des pôles urbains, pour la métropole, Tournefeuille, je cherche Balma, voilà. Pour les autres intercommunalités, on va retrouver Ramonville, Castanet, Labège. Voilà, pour les pôles urbains. Ensuite, une autre strate territoriale qui sera les communes relais.
et les communes de proximité. Cette identification-là, finalement, attribue à chaque strate territoriale, à chaque niveau territorial, des fonctions, des objectifs et des orientations en matière d'aménagement. Donc la commune de proximité, on est là, quand je dis des orientations en matière d'aménagement, c'est la question du logement, la question de l'économie, la question de la mobilité, la question des services, du commerce ou plus largement des services. Chaque strate territoriale et chaque commune identifiée dans les strates territoriales, finalement, trouve une vocation différente selon effectivement cette armature territoriale. L'objectif de cette armature territoriale, c'est de trouver de la cohérence à cet ensemble, qu'on considère bien qu'effectivement les besoins d'un pôle urbain, je le dis de façon très triviale, très simple, les besoins d'un pôle urbain ne sont pas ceux d'une commune relais ou d'une commune de proximité. Voilà. En termes d'équipement public, en termes d'accueil de population, en termes de mobilité, en termes de dessert, en termes de commerce, par exemple. Donc l'idée de cette armature territoriale, c'est de trouver un schéma cohérent d'aménagement du territoire à l'échelle des 113 communes. On pourra y revenir si vous voulez. Donc, le cadre dans lequel on va rentrer, c'est celui effectivement du PLUIH, je le disais tout à l'heure, avec son programme d'orientation et d'action, sa feuille de route, vous connaissez cette expression POA, sa feuille de route en matière d'accueil de population, et puis un volet réglementaire avec des règles écrites, de la cartographie, donc du règlement graphique, plus un certain nombre d'autres composantes et des annexes. Le PADD, pour faire le lien en disant qu'effectivement on vient décliner ce qui sont les orientations stratégiques de ce PLUIH définies dans le PADD, pour se les rappeler simplement, alors quand on parle du PLUIH, c'est 10 ans, 2025, 2035. Quand on parle du SCOT, on est sur une perspective de 20 ans, hein, pour avoir des repères là aussi sur le temps. Le PADD dit la perspective qui est fixée à Toulouse Métropole en matière d'accueil de population, c'est 90 000 habitants, 9 000 habitants par an. Ces 9 000 habitants par an, ils résultent finalement de la démographie interne de la métropole, de la natalité, etc., de la dynamique finalement propre, et puis de l'accueil de personnes, des nouveaux habitants qui viennent sur la métropole, en particulier pour des raisons économiques, parce que vous le savez, on est dans un territoire particulièrement dynamique sur le plan économique. Ça se traduit par un peu plus de 50 000 emplois, 9 000 habitants par an, 5 000 emplois. Et pour pourvoir 5 000 emplois par an et accueillir 9 000 habitants, eh bien, il faut un peu plus de 7 000 logements par an. 7 200 logements par an, retenez, 9 000, 7 000 logements pour 5 000 emplois. En gros, c'est le cap qui est fixé à Toulouse Métropole sur le PADD. La question des ENAF et de cette question des moins 50%, je ne rentrerai pas dans le détail parce que on s'arrache les cheveux très concrètement pour traduire cette loi et donner cette feuille de route. Pour dire les choses simplement, ce que l'on va mettre dans le PLUIH, c'est une réduction de 50% de la consommation des ENAF par rapport aux 10 ans précédents, c'est ce que nous dit la loi, et donc ça nous permet, ça autorise, ça envisage 480 hectares d'ENAF consommés. Pas plus, pas un de plus, pas un demi de plus. C'est la trajectoire qui est fixée. On réduit de moitié par rapport à la 10 ans précédents, ça nous donne 480 hectares d'ENAF, d'espaces naturels agricoles et forestiers, pour l'habitat, le développement économique, les équipements publics, l'école, collège, lycée, pour l'ensemble des fonctions liées à notre territoire, 480 hectares d'ENAF, c'est le cap qui est fixé pour les 10 ans à venir. La tranche d'après viendra réduire encore de 50%, effectivement, cette consommation d'ENAF pour arriver à 2050 à zéro artificialisation nette, c'est ce qui est visé. Voilà la cible qui est devant nous.
ensuite, pour avoir une représentation. Alors, les ENAF, c'est une observation de l'occupation du sol. Les NAF, ça n'a pas à voir avec le zonage. Ça n'a pas à voir avec le zonage. Quand on parlait de PLU, on a des zones A, des zones N, des zones U, pour faire simple, et évidemment des divisions un peu plus subtiles que ça, mais en gros, on était là-dessus. Les NAF, ça n'a rien à voir avec ça, finalement, pour le dire de façon assez radicale. Les NAF, c'est finalement quelle est l'occupation du sol. Donc il y a un outil qui s'appelle OCSGE, Observation du sol à grande échelle, et qui va observer, analyser l'occupation du sol. C'est artificialisé, c'est pas artificialisé, donc c'est un repérage d'images satellites et qui vient décrire, qui vient fixer la notion d'ENAF. Il y a des parcelles, aujourd'hui, il y a des petits morceaux de territoire de la commune, une parcelle, deux parcelles, qui constituent un ENAF qui est observé et qui va s'imposer. C'est-à-dire que cette observation-là, elle s'impose à ce stade, elle s'impose. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas évoluer dans le temps, évidemment, mais en tout cas, elle s'impose. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose que l'on peut négocier en allant voir la métropole, toc toc, non, ce n'est pas un ENAF, parce que si, parce que là. Non, c'est fixé, c'est posé. Donc on a là effectivement la représentation à l'échelle de la commune des ENAF et l'objectif, le cap qui est fixé pour Tournefeuille sur ces 480 hectares dont je parlais tout à l'heure, sur la période 2025-2035, c'est 13 hectares,8 très précisément, avec une part pour le logement et une part pour les équipements publics, en particulier écoles, cimetières, ça, écoles et cimetières. Donc on a 13,8 hectares de consommation d'ENAF inscrits dans le PLUiH 2025-2035. Si on avance un petit peu, les objectifs de la stratégie communale qu'on inscrit dans ce nouveau PLUiH. Alors je passe très vite parce que vous avez été nombreux à participer à ces différentes étapes, des ateliers du PADD, un conseil municipal, on a fait une réunion publique au mois de décembre 2022. Vous retrouvez l'ensemble de ces étapes qui ont été très importantes. Et sans doute, certaines communes ont, comme nous, souhaité construire avec les habitants ce PLUiH, mais finalement assez peu. On est parmi les communes qui ont fait le plus de rencontres, de réunions, d'ateliers pour construire tout ça. Je passe rapidement sur ça. 4 objectifs. Maîtriser l'habitat, reconquérir les fonciers pour l'activité économique et l'emploi, renforcer les mobilités, préserver l'environnement. Quelques mots sur chacun de ces objectifs pour indiquer comment ça se décline dans le PLUiH. Ça se décline de la façon suivante. L'habitat, on va être sur le POA dont on parlait tout à l'heure. Si on clique la diapo suivante, on va être sur un objectif que vous connaissez, qui est, alors, maîtriser l'habitat, ça veut dire fixer une production annuelle. Cet objectif, vous le connaissez parce que c'est celui qu'on avait dans le POA précédent, dans la période précédente. Nous sommes toujours sur une cible, un cap de 280 logements par an. Ça n'est pas le seul élément qu'on trouvera dans le POA, bien évidemment, puisqu'il va être question au travers des étiquettes, notamment sur lesquelles on reviendra tout à l'heure, la question de renforcer les espaces de pleine terre, c'est-à-dire que là, finalement, on est sur une logique qualitative de l'habitat, j'y reviendrai dans un moment. Phaser les évolutions en réponse à nos besoins aussi, et ça, on pourra indiquer comment on le fait, et puis favoriser le vivre ensemble, on va le voir. C'est-à-dire que cet objectif qui est, à ce stade, strictement quantitatif, 280 logements par an, ça se décline aussi, et on va le voir dans un camembert qui va venir. Alors là, on est sur des éléments qualitatifs, simplement pour vous redonner ces quelques chiffres, pour monter ce cap, et puis tordre le cou à des idées reçues, ou des idées qui circulent un peu comme ça. Oui, on a connu une période à Tournefeuille où on a construit beaucoup de logements, parce que la commune était historiquement très pavillonnaire, et que la loi SRU c'est 2000. La loi SRU nous a fixé un cap à 20% à l'époque de logements sociaux,
et donc on était vraiment à 5 ou 6%. Donc il a fallu donner un élan très très important, en particulier sur la question du logement social, sur la question de habiter, de vivre ensemble, etc. Et donc ça a amené effectivement une production de logements, une construction relativement importante. J'ai souhaité, moi, en prenant la fonction de maire, mais en tout cas, la production de cette période-là, elle s'explique par cela. J'ai souhaité, moi, en prenant la fonction de maire, maîtriser plus. C'est pas un souhait personnel, c'est parce que simplement les tournefeuillets le disent. La ville change trop vite, la ville mute trop vite. Et donc, il a fallu, effectivement, on a pris un engagement de mieux maîtriser, avec les opérateurs en particulier, je salue ceux qui sont présents dans la salle, mais il a fallu maîtriser le rythme de la construction et de revenir et de tenir ce qui est notre engagement au niveau de la métropole. Donc c'est un peu ce qui explique cette flèche. 200 logements par an entre 2000 et 2023. On se rappelle Covid, hein, donc on n'est pas sur une période normale, on va dire. Donc la période normale, c'est plutôt la période effectivement autour de 300 logements, 280-300 logements. Et le cap qu'on se fixe, encore une fois pour le redire, c'est 280 logements. Sachez que depuis 10 ans maintenant, nous avons un pilotage beaucoup plus serré, beaucoup plus fort de cet objectif. Mais nous ne sommes pas encore aux 25% de logements sociaux. Et donc c'est le rapport entre les deux, effectivement, qui nous contraint. On pourra répondre au débat. La répartition de cet habitat, et notamment pour trouver finalement ce qu'on appelle le vivre ensemble, ou l'approche un peu, on va dire, sociale de ce vivre ensemble, c'est simple. Cet objectif de production va se répartir en 50% de logements libres, 35% de logements sociaux, 15% de logements abordables. Là aussi, on pourra revenir sur la question du logement abordable. Je ne le retiens pas. Mettez-vous une petite question sur la fiche si vous souhaitez y revenir. La question du vivre ensemble, c'est la question de la taille des logements, surtout. Enfin, pas que, mais en particulier. Là aussi, une idée reçue sur le fait que la commune ne maîtrise pas suffisamment la taille des logements, qu'on manque de grands logements, qu'on a trop de T1, T2, par exemple, vous savez. Donc ça aussi, ça pourrait être débattu. Le cap qui est fixé pour la période, il est inscrit. En gros, très petits logements, 20%, des grands logements, 20%, 60%, T3, T2, T3, c'est-à-dire entre 50 et 60 mètres carrés. Donc des appartements, des tailles d'appartements assez qualitatives quand même, parce que la qualité d'usage, la qualité de vie de ces appartements est évidemment très importante. Voilà le sujet. On parlait tout à l'heure dans la présentation de la question du renforcement des espaces de pleine terre. On y reviendra tout à l'heure. Vous êtes habitués à la notion des étiquettes sur le zonage. Et vous savez que dans l'étiquette, il y a la traduction de l'espace de pleine terre. Et nous sommes venus dans un grand nombre de situations, de secteurs, de zones, de renforcer le pourcentage d'espace de pleine terre. Je pense qu'on est à 10% de plus. Quand on était à, vous voyez l'exemple qui est pris là, on était à 40% d'espace de pleine terre, obligatoire, on est passé à 50%. Je ne dis pas que c'est la moyenne, ça varie évidemment d'un secteur à l'autre, sinon il n'y aurait qu'une seule étiquette, ça n'a pas d'intérêt, mais en règle générale, on a vraiment forcé pour que l'espace de pleine terre trouve beaucoup plus de place. Voilà, en ce qui concerne le POA. Tout ça va se phaser. La difficulté, vous avez raison, et on pourra effectivement en débattre, tout ça c'est très bien, monsieur le maire, mais ce que nous on pense, ce que nous on dit, ce que nous on voit, c'est que malgré ce que vous dites, vous ne maîtrisez pas. Vous ne maîtrisez pas, il y a encore trop, même si les chiffres effectivement sont tout à fait opposables, c'est-à-dire ils peuvent être vérifiés. La question c'est d'organiser dans le temps cette maîtrise. Et c'est pour ça qu'on parle de phasage de ces évolutions. Une différence majeure du PLUiH précédent, du suivant par rapport au précédent, c'est que nous avions un grand nombre d'orientations d'aménagement et de programmation. C'est-à-dire, vous les connaissez là aussi, vous connaissez ce label OAP,
C'est sympa, le PLU, il y a le POA, des OAP, des OPA, des machins, enfin, ça tout. Une orientation d'aménagement, c'est un périmètre dans lequel on définit une orientation et on vient effectivement, alors une orientation en matière d'habitat, en matière économique aussi, ou en matière de voirie. On travaille finalement un projet à l'échelle d'un territoire de 5, 6, 8 hectares, 10 hectares. Nous avions à Tournefeuille le souhait, parce que notamment dans la période où effectivement la construction a été assez forte, cette période a entraîné un nombre relativement important d'OAP. Nous avons eu la volonté, pour freiner, pour réduire, de diminuer drastiquement les OAP, c'est-à-dire tout simplement de concentrer finalement, de ramener le renouvellement urbain, la construction de la ville sur elle-même, sur moins de secteurs de la ville. Si bien qu'il y avait 13 OAP, il y aura une seule OAP, c'est celle de l'Aramé Marquisa, plus connue sous le nom de Socamil. Donc celle-ci, elle est conservée. Les autres sont annulées, il y aura une autre diapo. Pourquoi les autres sont annulées? Parce que, dans un certain nombre de cas, elles étaient en ENAF. Les ENAF, aujourd'hui, viennent d'être protégées. Donc toutes les OAP où il y avait l'ENAF, zéro. Pas d'OAP, pas de constructibilité. Et alors, dans un certain nombre de cas, on viendra faire soit du papag, pas des papayes, hein, on ne va pas planter de la papaye, mais je vais vous dire ce que c'est, soit des périmètres de sursis à statuer. C'est des termes un peu techno, un peu réglementaires. Le papag, c'est un projet d'aménagement global, un projet d'aménagement, un projet d'attente en vue d'un projet global. C'est-à-dire qu'en gros, vous vous souvenez le périmètre de sursis à statuer ou le périmètre d'étude. En gros, c'est le même. Alors, vraiment, je fais un raccourci et les juristes, les techniciens vont hurler, mais globalement, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est un périmètre d'étude, c'est un périmètre sur lequel on va faire venir, on va travailler sur des études en matière de mobilité, en matière d'habitat, en matière de fonction de ce périmètre. Donc, c'est quelque chose qui permet de faire du sursis à statuer. Un sursis à statuer, ça s'oppose à un permis de construire, hein, très concrètement. Et donc, c'est vraiment le périmètre de sursis à statuer dans les deux cas. Vraiment, la nuance, peu importe ce soir, pardon, mais c'est posé pour 5 ans. Et donc, pendant 5 ans, effectivement, ça donne le temps, ça diffère un peu les choses. Et nous avons besoin, dans un certain nombre de secteurs, de dire, attendez, là, ça va trop vite, ou ça va pas tout à fait dans le sens que l'on voudrait. Et donc, on vient poser ces périmètres qui, d'un point de vue réglementaire, nous donnent les outils pour maîtriser le sujet. Donc, ce sont des outils pour, finalement, phaser l'évolution de nos secteurs. Ensuite, un petit mot sur la ZAC de Ferrolem, qui est aussi une OAP. On ne l'a pas nommée en tant que telle parce que c'est une ZAC. Donc, il y aura peut-être des questions sur cette ZAC, qui est, finalement, par rapport à notre objectif de production des 10 ans, le pôle majeur sur lequel, je le rappelle, nous allons venir effectivement construire 750 logements. On est sur 13 hectares, une école, crèche, maison de quartier, tout ça, ça n'a pas changé. C'est-à-dire que dans le PLUH, il y a les outils réglementaires tels qu'ils étaient aujourd'hui pour la ZAC de Ferrolem. Je n'en dis pas plus, on pourra y revenir si vous le souhaitez en matière d'espace vert, etc. En ce qui concerne l'activité économique et l'emploi, nous sommes là aussi mobilisés sur ce sujet. Je passe sur l'existant. Pirac, c'est un peu différent. Pain, la zone d'activité de Pain est historique et je ne la présente pas. Il y aurait beaucoup à dire sur le renouvellement urbain des zones d'activité aussi, hein, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Il y a un secteur qui nous intéresse sur le plan économique, sur le développement économique, c'est le secteur de Pirac, je le redis très clairement. Alors, il est déjà réalisé puisque un permis de construire a été délivré dans ce secteur-là. Et le secteur de l'Aramé Marquisa, ancien Socamil, vous savez, est un secteur sur lequel nous viendrons là aussi réserver 60% des surfaces à vocation économique, de services et de commerce.
Donc c'est un projet d'ensemble, c'est un projet mixte, mais j'ai vraiment le cœur à vous communiquer ce chiffre sur Socamil, la Ramée Marquisa. 60% des surfaces de plancher seront dédiées à l'économie. Ça, c'est très important de l'avoir en tête. Bon, le commerce n'est pas absent de ce PLUIH. Nous avons identifié des zones préférentielles d'accueil du commerce, des ZPAC. Donc elles sont identifiées sur la carte. Donc en gros, on retrouve les zones, les secteurs de commerce existantes, mais on vient renforcer, là non plus je ne le précise pas tout à fait clairement dans mon propos, ça sera un peu long mais on pourra répondre aux questions, on vient renforcer dans un certain nombre de situations, dédier un certain nombre d'espaces finalement pour le commerce. Nous avons besoin de renforcer le commerce sur notre ville, nous avons les outils pour le faire, soit dans la délimitation des secteurs où on veut développer du commerce, soit dans l'intention que nous avons de poursuivre un certain nombre d'études pour finaliser la nature du commerce que nous souhaitons, l'équilibre du commerce, etc. Donc, nous avons là, dans le PLUIH, très clairement une orientation commerciale pour améliorer l'animation commerciale de notre ville et réguler mieux ça nécessite des outils réglementaires que nous n'avons pas aujourd'hui et qui seront dans le PLUIH. Donc, les ZPAC, je salue l'association des commerçants qui est présente aujourd'hui. Donc on met plus de linéaires, on vient dessiner plus de secteurs pour développer du commerce, pour renforcer la dynamique commerciale. Voilà ce que l'on trouve sur la question des mobilités. Sur la question des mobilités, en restant sur la question du PLUIH, c'est-à-dire la question des mobilités vue du côté du PLUIH. On renforce, on n'est pas sur le sujet des mobilités complètement. Le projet mobilité, le prochain projet mobilité va venir. Il va être évidemment, il va se rapprocher, il va se raccorder à cette question du PLUIH. Bien. Le travail est en cours. Non, juste pour le dire d'un mot, sur cette question du projet mobilité à venir, le PDU, plan de déplacement urbain. Avant 2026, sur la base de l'enquête ménage-déplacement qui a été réalisée, actualisée. Donc là, on a des données, là aussi on pourra le compléter. On a des données sur la mobilité, sur les déplacements dans la grande agglomération qui sont intéressantes, qu'on va traduire. Bien. Avant 2026, on va venir poser un certain nombre d'orientations. Ça n'a échappé à personne, sur le planning, 2026, c'est un peu particulier pour travailler sur des grands schémas d'aménagement. Et donc, il y a naturellement une petite scission après 2026 et repris le sujet pour donner les orientations de ce projet mobilité. Donc, on n'est pas aujourd'hui, dans le cadre du PLUIH, à venir traduire les orientations en matière de mobilité. Ce que je voulais vous dire à ce sujet-là, c'est qu'en étant pôle urbain, si vous regardez dans les documents du SCOT qui définit la notion de pôle urbain, c'est qu'étant pôle urbain, la question de la mobilité, la question des transports en commun particuliers, eh bien, rend ce pôle urbain prioritaire. C'est stratégique d'avancer, de développer les mobilités, les transports en commun sur les pôles urbains. Balma, pour la métropole, Balma, Tournefeuille. Nous savons que nous avons à faire dans la matière, eh bien, la caractérisation de Tournefeuille en tant que pôle urbain nous donne un atout pour développer les mobilités. Aujourd'hui, nous sommes sur des projets que vous connaissez, qu'on pourra développer tout à l'heure. Alors, simplement, cette carte, elle montre effectivement l'intensité de la préoccupation en matière de... C'est une carte du SCOT. Donc, ce que je disais sur l'intensité de la préoccupation en matière de mobilité, c'est-à-dire les secteurs où il faut améliorer la mobilité, c'est la patate centrale. Vous identifiez Tournefeuille, qui est le pôle rouge, là, le point rouge, donc qui est dans le territoire, effectivement, qui va être prioritaire pour les mobilités. Aujourd'hui, on ne peut pas en dire plus, si ce n'est qu'effectivement, il y a des projets en site propre et des projets à l'étude
pour relier la gare de Portet à l'ouest toulousain sans identifier, puisque l'étude n'est pas tout à fait réalisée encore, l'ouest toulousain, des raccordements au métro à la ligne C qui va se développer. Vous savez qu'on est actif sur l'ensemble des mobilités, sur l'ensemble des leviers sur lesquels nous pouvons agir sur la matière de la mobilité. Vélo Toulouse va venir sur Tournefeuille, on y répondra. L'autopartage est en place et des scooters électriques vont venir ou revenir, ça dans les mois qui viennent. Donc je ne le développe pas, les collègues pourront en parler tout à l'heure. Mais l'information, c'est Vélo Toulouse. Vous savez qu'on était demandeurs depuis des mois. On saura vous donner un agenda sur lequel, effectivement, on viendra installer Vélo Toulouse en service très prochainement. Du covoiturage de TCO aussi, donc ça veut dire l'ensemble des leviers mobilité sur lesquels on peut agir. Et là, les collègues pourront aussi prendre le relais pour expliquer comment ils travaillent avec le comité participatif des mobilités, etc. Bien. Donc on fait le lien avec la mobilité, bien entendu. Sur la question de la préservation des ressources, la préservation de notre environnement, c'est compte tenu de ce que je disais sur finalement la question du réchauffement climatique, du changement climatique, nous impose effectivement la préservation absolue de notre patrimoine environnemental, notre patrimoine naturel. Et donc ça va se décliner dans un certain nombre de choses. Donc on va étendre les zones agricoles et naturelles, vous allez voir combien. On va définir on a besoin de protéger plus. Donc on va mettre des règles de protection, on va en dire un mot. Je ne développerai pas la question des énergies renouvelables, nous avons fait une réunion sur le sujet et puis on a délibéré hier soir en conseil municipal sur la zone d'accélération des énergies renouvelables. Et par contre, je ferai un petit zoom sur la question de la trame verte et bleue, sur notre volonté de renforcer l'ensemble de ces dispositifs. Allons-y. Quelques éléments chiffrés, se rappeler, Tournefeuille 1818 hectares. La zone U et AU va être diminuée de 62 hectares. 62 hectares U et AU en moins. Ça veut dire que très concrètement, 62 hectares de droit à construire en moins. Donc faut quand même être conscient de ça. La zone agricole prend 59 hectares de plus. En réalité, on était quand même beaucoup sur des ENAF, sur ces espaces naturels, agricoles, forestiers dont je parlais tout à l'heure, qui étaient dans la zone U finalement, qu'on vient nommer, ou en tout cas dans la catégorie zone A. La zone A va gagner 59 hectares et la zone naturelle va gagner 3 hectares. Voilà, pour vous donner quelques chiffres. Donc du point de vue du zonage et du point de vue de cet objectif de préservation de notre environnement, c'est un PLUH extrêmement ambitieux. Le PADD était très ambitieux. Le PLUH, là qu'on décline, on va se donner les outils réglementaires pour y arriver, effectivement est très ambitieux. La diapo suivante va nous montrer qu'effectivement on vient renforcer les protections de la trame verte et de la trame bleue. Là aussi je passe, il n'y a rien de très nouveau sur ça, il n'y a pas plus de rivières qu'avant, on a toujours le Touche, l'Ousseau, voilà, tout va bien, vous connaissez cette carte, mais en tout cas, effectivement, l'atlas de la biodiversité, qui va être mise en ligne, dont on pourra dire un mot tout à l'heure, qui va être mise en ligne, nous donne la caractérisation, les diagnostics, des études, du repérage de la biodiversité, faune-flore, et là aussi vient nous amener à prendre un certain nombre de mesures de protection qui n'étaient pas, alors qui ne sont pas tout à fait liées au PLUH, mais en tout cas qui sont connexes et qui vont permettre de renforcer tout cela. Les trames majeures, ça, ce schéma-là est intéressant. Les trames existantes, on ne voit pas bien d'ici la différence entre le vert pâle et le vert foncé. Je vous l'accorde. Ce que je veux dire, c'est qu'en vert foncé, vous avez des nouvelles trames qui sont issues de la réflexion que nous portons avec les services, avec Toulouse Métropole, avec l'Atlas de la biodiversité, avec toutes les associations avec lesquelles nous travaillons sur ce sujet-là. L'objectif sur cette question de la protection, en particulier de la biodiversité, c'est d'arriver à faire des trames, à faire des continuités écologiques pour que la faune,
la faune, tout simplement, hein, la biodiversité animale, se déplace, trouve des secteurs pour se reproduire, etc. On trouve des écosystèmes, des habitats pour la faune. Et donc, nous avons travaillé sur ces trames. On y reviendra tout à l'heure, si vous voulez revenir sur cette carte, pour vous montrer quelles sont les trames qui sont nouvelles. Et sur ces trames nouvelles, d'abord, ça veut dire diagnostiquer, identifier et prendre un certain nombre de mesures pour renforcer la protection de la biodiversité sur ces trames. Sur ces trames, il y a le Grand Parc du Touches. C'est une volonté de Toulouse Métropole, des élus de Toulouse Métropole. Nous sommes plusieurs ici. Et le Touches a été identifié comme un périmètre pertinent pour faire un grand parc. La question des grands parcs est issue de Garonne, évidemment, mais aujourd'hui, il me semble, 5 grands parcs, l'Hers, le Touches, 3 petits points, Garonne, Margelle, qui est un peu différent. En tout cas, l'idée sur un territoire, comme le grand parc du Touches, de venir renforcer là aussi des mesures de protection, mais aussi de faire en sorte qu'on ait une vision de ce territoire très particulier en termes de fréquentation, en termes d'usage finalement. Sur le Touches, oui, il y a de la faune sauvage, mais pas que. Hein, on s'y promène aussi beaucoup. Donc c'est arriver à composer avec l'ensemble de ces usages. Et un grand parc, une politique de grand parc, ça va dans ce sens-là. C'est identifier une orientation sur ça. On pourra revenir sur ça, effectivement, si vous le souhaitez. Pour le dire autrement, 19h20, je ne vais pas tout à fait trop dépasser encore. Entre le PLUH 2019 et le PLUH 2025, ce sont plus de 50 hectares, 52 hectares qui seront protégés, avec des espaces verts protégés, on pourra le repréciser, plus d'espaces verts protégés, c'est-à-dire des espaces verts qui sont identifiés. On y a mis tous les espaces publics, les espaces verts publics sont clairement identifiés, protégés. Là aussi, c'est un renforcement des règles et du devenir de ces parcelles. On pourra y répondre. Donc, sur les 19 hectares d'espaces verts protégés, il y a effectivement les 11 hectares et demi d'espaces verts publics. Donc, il n'y a pas que du public. Et puis, il y a les EBC que vous connaissez mieux. Alors les EVP, on est passé, il y avait très peu d'EVP en 2019, il y en avait 2 et il y en aura 49. Ce sont des secteurs, des points, des carrés comme ça, 49, c'est-à-dire beaucoup plus d'espaces verts protégés. Et les EBC, on passe de 86 EBC à 135 EBC, de 163 hectares à 198 hectares. Ça veut dire que dans le PLU, on met ce qu'il faut pour atteindre cet objectif, et ce n'est pas si simple, cet objectif qui était l'orientation qui était fixée dans le PADD. Donc ça a une traduction très concrète, très opérationnelle. On y reviendra si vous avez des questions. Le PLUH comprendra une OAP thématique, une OAP environnementale, qualité environnementale précisément. Là aussi on y répondra si vous avez des questions. Tout n'est pas réductible au zonage du PLU, à des règles, au règlement du PLU. Il y avait besoin, pour atteindre les objectifs qui sont fixés dans le PADD, de mettre en œuvre, d'identifier des leviers, des actions qui vont permettre d'atteindre cet objectif. Et donc, c'est ce qui s'appelle une OAP, le mot n'est pas forcément bien choisi, mais en tout cas, l'OAP qualité environnementale, elle va présenter un grand nombre de mesures qui ne sont pas nécessairement réglementaires. Certaines vont découler de la loi, d'une autre loi, par exemple, mais qui vont faire en sorte que, à l'instruction des permis, en particulier, à l'instruction de la stratégie des communes, eh bien, on puisse dire, dans l'OAP qualité environnementale, il y a tel et tel point qui va pouvoir être atteint. Et là, on a la question de l'eau, on a la question de l'exposition, vous savez, la question de l'orientation des bâtiments, par exemple, très important, la question de la production d'énergie, la question du photovoltaïque, la question de l'énergie utilisée par l'habitat, par les bâtiments. Donc on va trouver un certain nombre de choses. Je ne le développe pas, on pourra vous montrer l'OAP environnementale dans sa globalité. Je ne reviens pas sur l'énergie renouvelable. Vous étiez nombreux à notre réunion, je vous en remercie. On pourra y revenir sur, finalement, les 3-4 sujets que l'on a mis dans notre délibération pour qu'on identifie à Tournefeuille, dans le cadre du PLUH, même un petit peu à la marge, en annexe, les orientations que l'on souhaite porter en matière de production d'énergie renouvelable. Et là aussi,
On a été assez exemplaires dans la concertation et dans ce travail. On pourra y revenir. Bon, qu'est-ce qui va se passer après? Après, il va se passer que le Conseil de métropole du mois de juin va arrêter le 10 juin, non, le 20 juin. Le 20 juin, le Conseil de métropole va arrêter le PLUiH. Ça veut dire qu'il va... Alors ça veut dire délibérer, hein, ça veut dire débat en Conseil de métropole, délibérer, bien, et va arrêter les orientations, les actions, les objectifs, l'ensemble de la documentation du PLUiH telle qu'elle est aujourd'hui élaborée en relation entre les communes et la métropole. Donc on va arrêter le PLUiH. On n'est pas au bout. C'est que l'arrêt du PLUiH, c'est le début finalement, c'est le début de la dernière phase. La dernière phase, ça sera l'approbation du PLUiH en 2025, à peu près un an après, en juin 2025, printemps 2025, on viendra approuver le PLUiH. C'est-à-dire de dire effectivement, en gros, pour faire vite, l'approbation, c'est le début de l'application du PLUiH. Il y aura une période où il devra devenir opposable. Il y a encore des délais de recours et des délais, évidemment, mettons, de recours après le mois de juin, mais en tout cas, il fixera les cas. Entre le mois de juin 2024 et le mois de juin 2025, eh bien, il y a enquête publique, notamment délibération au conseil municipal, après l'enquête publique, pour voir comment on intègre finalement ce que les uns et les autres ont dit, sont venus dire à l'enquête publique, ce que le commissaire enquêteur nous recommande ou nous demande de faire, de mettre dans le PLUiH. Voilà. Donc, arrêt du PLUiH au mois de juin. Donc, on va dire que toute l'élaboration est terminée au mois de juin. Et nous avons un an. Ça veut pas dire que tout est fini, en particulier pour les habitants, pour tout un chacun. Chacun pourra venir, dans le cadre de l'enquête publique, dire non, ce qui est indiqué sur l'étiquette dans mon secteur, ça ne me convient pas, d'argumenter. Enfin, vous connaissez les enquêtes publiques, le commissaire enquêteur va venir, etc. Bon, voilà. Donc ça sera la période, les dates de l'enquête publique ne sont pas tout à fait connues, mais en tout cas, il y aura une période importante là. Donc ça veut dire un an, parce que ça fait quand même beaucoup de travail à produire pour arriver à son approbation en juin 2025. Voilà, ça on y reviendra en termes de détails. J'ai dépassé un tout petit peu l'objectif que je m'étais fixé, mais il y a beaucoup de matière. L'objectif était de dresser le panorama assez large de ce PLUiH, d'en montrer les stratégies, montrer comment ça se raccorde au PADD que nous avons discuté, débattu ensemble et arrêté à la métropole, bien évidemment. Je sais que tout ça appelle beaucoup de questions, donc il n'y a pas de difficulté. On va engager la discussion, le débat. On reste sur des éléments généraux, questions, observations, remarques, vraiment, pas de difficulté. En revanche, effectivement, les questions plus ponctuelles, géographiquement, vous me ferez plaisir à venir après, à voir Bernard, Jean ou moi-même pour y répondre. Merci beaucoup de votre attention. J'ouvre donc cette séquence de questions. Les élus sont à la table. Je remercie aussi les services qui sont très mobilisés sur ces questions. Et dès lors qu'on est sur une question technique, nous, Élie, on ne peut pas tout savoir. Et donc, j'aurai plaisir à solliciter les ingénieurs qui travaillent sur ces sujets avec nous. Merci beaucoup. Les micros circulent. Alors, on prend une série de 3-4 questions, comme on fait d'habitude. Bonjour. Petite question. Donnez votre nom, oui. Juste pour tout le monde. On vous connaît. Jérôme Arrivex. On vous connaît. Simplement pour tout le monde. Votre nom et globalement le secteur dans lequel vous habitez. Voilà. Je suis vers le secteur Petite République. D'un point de vue juste disponibilité des documents. Donc vous dites que ce n'est pas arrêté à ce jour, que ça sera arrêté lors du Conseil de juin, même si après il y aura la consultation et l'enquête publique. Est-ce que ce que vous avez arrêté, vous, à ce jour, c'est disponible? Alors, ce qui est disponible, c'est la présentation ici. Ce qui est disponible, c'est les élus
pour venir rechercher une information précise particulièrement, je me tourne vers les collègues, mais l'ensemble de la documentation, et c'est relativement épais, n'est pas mise à disposition du public encore. Voilà, je suis très clair. Si vous souhaitez une information, venez voir les élus sur le secteur Petite République, et effectivement, vous y trouverez, mais je pense que vous avez déjà eu l'information sur comment on a revu l'OAP Petite République, qui n'y est plus d'ailleurs. Il n'y a plus d'OAP Petite République. Donc il y a le secteur qui effectivement qui fait l'objet d'un permis de construire aujourd'hui, qui sera délivré, mais il y a toute une partie de l'OAP Petite République qui était en ENAF et qui aujourd'hui sera considérée comme en ENAF et classée en zone naturelle. Voilà. C'était ça la réponse que vous attendiez, mais je pense que vous l'aviez déjà. Alors, j'avais dit que je posais qu'on prenait 3-4 questions. Bonsoir. Allons-y. Laurent Soulier, conseiller municipal d'opposition. Je voudrais vous poser une question d'abord sur la... Vous avez mentionné la loi SRU en introduction et le taux de 25% de logements sociaux auquel nous serions soumis. Dans l'article 55 de la loi SRU, elle précise bien que dans les territoires dont la situation locale ne justifie pas un renforcement des obligations de production, donc les 25% qui ont été la modification de la loi, cette obligation est fixée à 20% de logements sociaux. Donc aujourd'hui à Toulouse Métropole comme à Tournefeuille, l'obligation que nous avons de tenir en termes de pourcentage de logements sociaux est de 20%. Donc vous mentionnez souvent cet objectif de 25%. Donc aujourd'hui on était à 18 et quelques pourcents en 2022. Est-ce que vous pourriez nous dire à combien on se situe? Et je pense qu'on n'est pas loin d'être au trait. Donc l'argument de ce 25% que vous mentionnez très régulièrement comme une sorte d'épée de Damoclès qui pèserait sur notre commune pour justifier encore plus de production de logements, elle est fallacieuse. Donc c'est 20% aujourd'hui qu'on doit tenir, c'est la loi. Alors peut-être qu'elle évoluera demain, mais aujourd'hui c'est 20%. Et ma deuxième question, c'est concernant l'OAP Socamil, l'OAP La Ramée Marquisa, donc qui aujourd'hui est une zone d'activité économique. Vous avez avancé la volonté de renforcer, je ne sais plus si c'est le verbe que vous avez employé, mais renforcer l'activité économique dans notre commune. Notre commune souffre d'un nombre d'emplois qui est largement inférieur à ce qu'on peut constater dans des communes de taille similaire. Donc il y aurait besoin d'accueillir des entreprises à Tournefeuille, faire en sorte que les gens ne font pas que y vivre et y dormir, mais aussi y travaillent, plus qu'aujourd'hui. Et cette zone d'activité économique, vous souhaitez la transformer. Alors vous avez revu votre plan initial, puisque avant le 2020, effectivement, il y avait 800 logements, on parlait très peu d'activité économique. Aujourd'hui, vous nous dites que vous allez préserver 60% d'activité économique. Ma question, c'est pourquoi est-ce qu'on ne garderait pas la totalité de ces zones comme une zone d'activité économique avec un projet d'y développer, d'accueillir des sociétés de services du secteur tertiaire et de faire de Tournefeuille, enfin, une ville un peu plus dynamique sur le plan économique. Je vous remercie. Allons-y, on prend une série de questions. Oui. Oui, Madame Herman. Bonsoir. Donc, je suis Madame Herman, j'habite sur la zone Marquisa, mais en fait, je vais poser des questions sur qui touchent l'ensemble de Tournefeuille. J'ai plusieurs questions à vous poser. D'une part, là, autant que je me souvienne, à l'ancien PLUH, il y avait donc 13 OAP. Et le discours que vous nous teniez était que les OAP par rapport aux diffus, pour ceux qui ne savent pas, c'est les constructions qui sont hors zone réglementée, était un moyen de nous protéger. Et là, d'un coup, on est passé, il n'y en a plus, pratiquement plus qu'une, avec très peu de cadres réglementaires, je dirais. Donc, est-ce que ça veut dire que tout ce qui est diffus va continuer de toute façon à construire? J'imagine que ça ne va pas s'arrêter. Ça va être nettement plus compliqué pour les associations, notamment les associations de quartier, etc., parce qu'il va falloir étudier les permis de construire, etc., tout ça. Donc, c'est un petit peu... J'aimerais savoir pourquoi vous êtes passé de 13 à 1. Voilà. Ensuite, sur la métropole, l'AUAT a récemment fait... Il y avait les matinales de l'AUAT, et a exposé qu'en fait, il y avait un problème qui était en train de sortir, à savoir que les familles avaient tendance à s'éloigner de Toulouse. Et
pas seulement ils ont constaté de la ville de Toulouse, mais maintenant ils ont constaté que ça a commencé à se produire au niveau de la banlieue. Et quand on dit la banlieue, c'est pas que la première couronne, c'est la première, deuxième couronne, puisqu'il y a 80 communes qui sont concernées. Or, il y a un manque dans des explications, c'est le prix des logements et le manque cruel de logements T4 et au-delà. Donc là, c'est vrai que, et ça a un impact qui est quand même assez important, puisque ça va jouer sur s'il y a moins de familles, il y a moins de naissances qui vont être comptabilisées au niveau de la métropole, donc ça va jouer sur le solde naturel et ça va jouer donc sur les nombres d'arrivants et de logements à prévoir. Dans quelle mesure vous prenez ça en compte? Ensuite, l'autre chose à laquelle je pensais, c'était sur le SCOT. Le SCOT, là, j'avoue que je suis un peu perplexe, parce que si je ne me trompe pas, le SCOT n'est pas encore voté. Il va être voté, je ne sais pas quand, d'ailleurs vous avez peut-être une date à nous fournir, mais actuellement, nous sommes sur l'ancien SCOT. Et le PLUH va probablement se baser sur l'ancien SCOT. L'ancien SCOT GAT, si je ne me trompe pas, puisqu'il n'est pas voté. Donc là, vous faites référence constamment au pôle urbain, et ça n'est que dans le prochain SCOT qu'il y aura cette notion de pôle urbain, puisque dans le SCOT actuel, le SCOT GAT actuel, elle n'existe pas. Donc, la justification des nécessités, alors c'est très bien sur les nécessités d'équipement, il y a des points très positifs sur le côté pôle urbain, à savoir que ça donne un renforcement sur les nécessités de commerce, de moyens de déplacement, d'emploi, etc. Mais ça intervient aussi au niveau des densités. Des densités, il y a la contrepartie, c'est les densités qui peuvent être applicables, qui ne sont pas les mêmes dans le pôle urbain et dans des communes de proximité, des communes relais. Et ensuite, une petite précision, une autre petite précision. Vous pourrez reprendre la parole, Madame Herman, hein, oui, si vous souhaitez aller au bout de vos sujets, mais là aussi pour faire tourner la parole, je pense que c'est important. Oui, mais après, juste un petit élément d'information. C'est-à-dire qu'en fait, sur les 280 logements à construire, qu'il y a par an, si je ne me trompe pas, ce sont des objectifs. Et ça n'est pas il n'y a pas de sanction particulière qui va s'appliquer si elles ne sont pas faites, ou si ce quota n'est pas atteint, ou au contraire s'il est dépassé. Donc en fait, je pense qu'il y a possibilité de négociation. Et en fait, la dernière chose, c'est de dire que c'est un peu dommage, je trouve vraiment, que vous n'ayez pas plus développé l'OAP environnementale, parce que tout va passer à travers ce filtre de l'OAP environnementale au niveau des constructions de logements. Et c'est c'est un élément qui est très important, qui va fixer notamment tout ce qui est pour les îlots de chaleur, les îlots de fraîcheur, les algèdes d'eau, etc., les matériaux à utiliser. Et ça mérite vraiment des explications, parce que c'est une OAP. J'ai eu accès à cette OAP, elle est quand même conséquente. Voilà. Merci. Allez, encore une série. Oui, Jean-Michel Falcou. Bonsoir, Jean-Michel Falcou. Donc, je suis secteur Laramé et je suis aussi membre de la Convention citoyenne de l'Agora. Alors, j'ai peut-être pas tout à fait compris. J'ai juste une petite question technique sur la consommation des ENAF sur Tournefeuille. Alors, j'avais noté 13,8 hectares, 12 hectares pour les logements, 1 hectare 80 pour les équipements. Et vous avez dit, monsieur le maire, équipement public. Où sont les activités là-dedans? Est-ce que c'est compris là-dedans ou est-ce que les activités ne consomment pas d'ENAF? Voilà, merci. Ok. Alors, on démarre une première série de réponses. Comme ça permet d'avoir un débat dynamique. Monsieur Révé, je vous ai répondu en fait assez rapidement. Venez voir les élus sur Petite République, il n'y a pas de difficulté. Laurent Soulier, Monsieur Soulier, on a déjà évoqué cette question à plusieurs reprises, et donc la question revient, c'est donc que la réponse, je fais œuvre d'humilité, ça veut dire que la réponse n'est pas claire. Donc je vais le redire à nouveau.
La 20%, ça peut pas être la loi SRU, la loi SRU et la loi Allure qui a pris le relais de la loi SRU fixe à 25%. Pourquoi l'objectif qui est fixé par Toulouse Métropole n'est pas de 20%, il est de 25%. Parce que ce 20%, il est effectivement conjoncturel. Il dépend de la tension qui existe entre l'offre et la demande de logements sociaux. Cette tension entre l'offre et la demande de logements sociaux, elle est appréciée chaque année ou par 3 ans. 3 ans ? Chaque année. Chaque année. Donc vous imaginez bien que chaque année, on est susceptible de passer de 20% à 25%. C'est-à-dire que le préfet peut dire, là, le niveau de tension entre l'offre et la demande, c'est-à-dire en gros, vous n'avez pas suffisamment d'offres par rapport aux 40 000 demandeurs de logements sociaux sur la métropole quand même, hein, il faut retenir ce chiffre. Et le contexte de la construction, de la production de logements n'est pas à l'amélioration de ça. Donc, je veux bien qu'on regarde entre 20 et 25, mais ce n'est pas le sujet. Donc, ce chiffre, la trajectoire qui est fixée par le préfet aux communes, il peut passer d'une année sur l'autre, de 20%, compte tenu de ça, à 25%. Il est aberrant complètement, hors de sujet, de se dire le cap des 10 ans à venir sera celui d'un ratio conjoncturel qui sert à toute autre chose. Aberrant. Le cap pour la ville de Tournefeuille, il est, comment dire, indiscutablement à 25%. Il ne peut pas être à 20%. Ça n'est pas possible. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc, je ne reprendrai pas vos termes d'arguments fallacieux. Ça, c'est pas mon registre. Simplement pour vous dire, quand même, que encore pour la 3e fois ou la 4e fois, 20%, et pour le dire à tout le monde, 20% ne peut pas être l'objectif, ni à Tournefeuille, ni dans aucune commune, ni à la métropole. Ça n'est pas possible, ça n'a aucun sens. L'objectif, c'est la loi, et la loi, c'est 25% pour les raisons que j'indiquais. Ce sont des raisons simples. Ce sont des raisons simples. Vous imaginez ? Alors cette année, effectivement, le préfet nous dit 20%. Très bien. Alors, donc on construit moins. L'année d'après, 25%. Ah zut, on a pris du retard. Donc le projet qui sort l'année où on est à 25%, on vient faire plus que le projet d'avant. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Donc, je le redis, mais j'ai plaisir à le redire. Pourquoi le 20%, il sert, en réalité, il a un usage, il montre la tension, il sert à mesurer, à calculer l'intensité de la pénalité. Lorsque vous n'êtes pas aux 25% qui sont requises, vous êtes pénalisé. Alors, je ne rentre pas dans ce calcul qui est très compliqué, mais le 20%, il sert à ça. Quand le niveau de tension entre l'offre et la demande de logements sociaux sur le territoire est un peu moins importante, effectivement, on est globalement, schématiquement, moins pénalisé. L'objectif reste à 25%. Voilà. Non, effectivement, l'OAP Laramée Marquisat, qui est sur la table depuis 2020-2021, après l'élection municipale, qui a été retravaillée avec une concertation importante. On a pris un bureau d'études pour faire ce travail-là. Vous avez été nombreux à faire de la concertation. Il ressort de cette concertation que ça sera un quartier mixte, un quartier d'habitat, un quartier avec des équipements publics, parce que nous avons besoin de renforcer une centralité sur ce secteur-là, améliorer la question du commerce, améliorer la question de l'école. Vous savez, c'est un projet historique de la municipalité. Il restera et on verra comment le département se déterminera sur sa prochaine programmation des collèges, mais il reste un espace qui peut accueillir un collège. Bon, voilà, donc c'est le résultat de cette concertation. Le résultat de cette concertation a été effectivement un quartier mixte, et nous collons, nous mettons dans cette orientation d'aménagement ce qui est ressorti de la concertation. L'OAP, moins d'OAP, ça veut dire plus de production dans le diffus. Je résume, c'est-à-dire comment vous allez maîtriser le diffus.
pour qu'effectivement il y a moins d'OAP. Oui, alors, il y a un point sur lequel je peux vous rejoindre, c'est que la loi et ce nouveau PLUiH nous conduisent, nous amènent à faire moins d'OAP. Ça ne veut pas dire que nous renonçons à des orientations d'aménagement sur la commune, parce que les OAP, elles avaient pour vocation à donner un signe, de donner un cap d'aménagement sur un certain nombre de secteurs, notamment pour les habitants qui sont dans ce secteur, et puis pour l'ensemble, pour les opérateurs, pour les constructeurs, et puis pour la collectivité au travers de ces équipements publics. Donc c'est effectivement très important. Nous ne pouvons pas reproduire ça. Nous ne pouvons pas garder les OAP telles qu'elles étaient dans le nouveau PLUiH. Vous pouvez avoir raison, sauf que la constructibilité dans le diffus, lorsqu'il y avait une OAP, et qui devient dans le diffus, la constructibilité de ce secteur-là, elle va dépendre de l'étiquette. C'est-à-dire, l'étiquette sur le PLUiH, elle va traduire la constructibilité. Hauteur, espace vert, espace de pleine terre, etc. L'observation que nous avons faite, vous le regarderez quand ça viendra, c'est effectivement que nous avons diminué beaucoup la constructibilité dans les secteurs où nous voulions ralentir la mutation du secteur, le renouvellement urbain. En diminuant la constructibilité, nous diminuons l'attractivité pour les opérateurs. C'est simple. Si on diminue la constructibilité, on diminue l'attractivité, on ralentit les choses. Donc oui, vous n'avez pas tort dans le diffus. Si on avait gardé la constructibilité telle qu'elles étaient indiquées dans l'OAP, peut-être, effectivement, on maîtrise moins dans le diffus que dans l'OAP, sauf qu'on maîtrise par l'étiquette. Et en diminuant la constructibilité, on diminue l'attractivité. C'est ça, effectivement, le levier. Donc il n'y a pas rien. Oui, vous avez raison. La cohérence de la métropole, en tout cas l'enjeu pour la métropole, c'est de répondre aux besoins de logement par rapport à ce que je disais tout à l'heure. 9000 personnes, 7000 logements, 5000 emplois. On est dynamique en matière d'emploi. On ne peut pas renvoyer les familles, les gens qui travaillent sur l'agglomération à deuxième couronne, troisième couronne. Il y a très longtemps que ça existe, hein, c'est pas d'aujourd'hui. Et vous avez absolument raison. Donc ça veut dire que la déclinaison de ces objectifs par commune, et pour nous, à la métropole, doit être à la hauteur. Cette déclinaison-là, l'enjeu pour nous, notre responsabilité, c'est effectivement d'assumer ça. Sinon, effectivement, les familles iront habiter loin avec des coûts de transport, des difficultés de mobilité, des bouchons à tournefeuille quand tout le monde revient travailler. Donc ça n'a pas de sens stratégique, vous avez raison. Sauf qu'il faut assumer la production de 7000 logements sur la métropole. Voilà. On peut pas regretter que les familles aillent loin et regretter qu'on construise trop dans la métropole. Il faut faire un choix. Donc effectivement, nous prenons notre part juste. Nous prenons notre part juste à cet objectif de production d'habitat. Et le deuxième sujet, vous avez tout à fait raison, et le contexte de ce point de vue-là est très mauvais, c'est qu'effectivement, la construction est un point mort, c'est un accident industriel dans le domaine de l'immobilier, dans le domaine de la construction, parce que très peu de projets sortent, vous le voyez, hein, on a délivré des permis, et je pense qu'il va falloir les proroger parce que l'équilibre économique n'y est pas. Et donc les prix de sortie sur le marché, dans le libre par exemple, où les prix auxquels les bailleurs sociaux achètent aux promoteurs sont devenus très élevés. Donc le marché est au plus bas. Et ça, c'est très important d'en avoir conscience parce que ça veut dire que le parcours résidentiel, avant j'habitais dans un T1, on a fait un enfant, on cherche un T2, un T3, ce parcours-là est complètement bloqué. L'accession à la propriété, c'est-à-dire la sortie du logement social vers l'accession ou vers le logement intermédiaire, tout ça c'est bloqué. Donc ça crée un blocage le nombre de logements sociaux disponibles n'est pas suffisant, et donc c'est pour ça qu'on a 40 000 demandeurs qui cherchent aujourd'hui. Donc la situation du point de vue du logement est dramatique, et il faut vraiment prendre la mesure de ça. Le SCOT, moi je serais pragmatique, c'est-à-dire que vous avez raison. Si le nouveau SCOT n'est pas approuvé, eh bien c'est l'ancien SCOT
qui sera appliqué. Voilà, c'est assez simple. Et donc le schéma, vous avez raison de me reprendre, sur le fait que l'armature territoriale du nouveau SCOT n'est pas celle de l'ancien, et donc nous reviendrons à des règles qui sont connues. Moi, je travaille vraiment quotidiennement d'arrache-pied parce qu'il me semble que le nouveau SCOT et l'armature... D'abord, le nouveau SCOT, il pose un diagnostic, une réflexion qui va beaucoup plus en phase avec le contexte que l'on vit, notamment la loi climat, à l'évidence, que ne faisait pas le précédent. Et l'armature territoriale est beaucoup plus intéressante, beaucoup plus intelligente, telle qu'elle est posée là, par rapport aux pixels, par rapport aux densités recommandées, etc. Voilà, on s'adaptera, on adaptera le PLUiH. C'est un lien de compatibilité, hein. Il n'y a pas de lien de conformité entre les deux. Bon, donc, je veux dire, je ne suis pas complètement détendu, je préférerais celui-là. Si c'est l'autre, ça sera l'autre. Et puis voilà, chacun, vous savez, ce sont des documents de planification, des concertations extrêmement compliquées. On le voit, pour 37 communes, c'est compliqué. Donc 113 communes, vous imaginez que le SCOT, il est dans cette période-là. Aujourd'hui, ce qui est dans le DO, dans le PAS, dans le document d'orientation ou dans le plan d'action stratégique du SCOT, qui doivent être disponibles en lecture, est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus pertinent que ce qu'il y avait dans l'ancien. En même temps, le PLUiH, il sera compatible avec l'ancien. Donc il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque. Voilà, c'est ce que je veux dire. Loi environnementale, je vais bien donner la parole à quelqu'un pour le décrire, mais on est passé vite dans la présentation, mais c'est une importance, vous avez raison de souligner l'importance, nous on va s'appuyer beaucoup, beaucoup, beaucoup sur l'OAP qualité environnementale pour améliorer tout ce qui n'est pas d'ordre réglementaire, tout ce qui n'est pas dans le reste finalement du PLUiH, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont extrêmement intéressantes dans cette OAP qualité environnementale et qui viendra. Peut-être prendra le relais pour présenter l'OAP qualité environnementale, c'est un collègue pour les autres. Jean-Michel Falcou, effectivement, les 13 hectares 8. 13 hectares 8, c'est de l'habitat. On est essentiellement sur Ferrolèvre. Le cimetière, l'école. Équipement, quand je parle d'équipement, c'est équipement public. Équipement public. Donc 12 hectares de logement, 1 hectare 8, cimetière, école. Voilà, c'est assez simple. Quelqu'un veut donner des éléments plus précis sur la qualité environnementale? On recherche des informations, on refait un tour de questions, mais on repartira en vous donnant plus d'informations sur l'OAP qualité environnementale, puisque vous nous interpellez là-dessus. Allez, on refait un tour de questions. Oui, allez-y. Bonsoir. Madame. Et donc, du coup, je montre madame et quelqu'un d'autre a le micro. Je ne vois pas. Je ne vous vois pas. Monsieur. Je suis au fond. Oui, allez-y, madame. Bonsoir, Catherine Refalo, secteur Belbès-Doumergue. Vous avez indiqué un PAPAG pour le secteur Belbès-Doumergue. Et donc, une étude va être réalisée avec Toulouse Métropole. Auriez-vous l'agenda concernant cette étude? Et savez-vous si les riverains vont être associés à cette étude? Et une deuxième petite question. Je sais qu'il y a eu une étude de réalisée avec un cabinet conseil, me semble-t-il, concernant le point d'équilibre à trouver entre le montant des rachats des propriétés et le nombre de logements sur ce secteur-là. Pourriez-vous nous autoriser à consulter les résultats de cette étude? Je vous remercie. Alors, on fait tourner le micro. Madame devant, vous souhaitiez prendre la parole? Il y a monsieur derrière. Et après, madame. Bonjour, Paul Cabanillas, secteur François Verdier. Et donc, j'avais une question sur la qualification des zones en sursis. Ça fait un peu peur quand même, parce que bon, c'est pas un terme que j'affectionne. Et donc, du coup, la question, c'était qu'est-ce que ça veut dire concrètement en termes d'évolution? Parce que vous avez parlé de 5 ans, un PLU dure 10 ans, comment ça s'adapte? Et sur ce secteur en particulier, si ma mémoire est bonne, dans le précédent PLU, il y avait une OAP qui a disparu. Est-ce que ça veut dire qu'on est livré à nous-mêmes, sauf qui peut? Et sur ces secteurs-là, est-ce qu'il y aura une concertation qui se mettra en place? Voilà, sur toutes les zones en sursis, voilà, un peu plus de précision pour savoir comment ça peut... Okay. C'est convergent avec la question sur le PAPAG.
qu'on y répondra globalement. PAPAG et sursis à statuer, c'est vrai que ça mérite de compléter un peu l'information que je donnais pour vous préciser les choses. Concertation, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Et concertation, au moment où on va engager les études, quel type d'études? Bernard Bensoussan pour vous répondre. Allez-y, madame. Oui, moi c'est Nathalie Girard-Duzy. Mais en fait, ça revient un petit peu ma question en fait par rapport à cette enquête publique, puisque je suis concernée aussi, mais on n'a dit pas de questions personnelles sur ces OAP qui n'existent plus. Et vraiment, ces enquêtes publiques, comment ça se passe? Est-ce qu'on est contacté individuellement? Est-ce que c'est une réunion comme ça avec plein de monde? Est-ce que parce qu'on n'a pas été contacté directement en fait. Je veux dire, on apprend les choses. Voilà, votre OAP n'existe plus. Maintenant, faites. Voilà. Alors, je vous propose de rester sur ces 3 questions qui sont assez homogènes dans la réponse. Je vais donner le micro à Bernard Bensoussan. Il y avait une OAP, un PAPAG, qu'est-ce que ça veut dire? Il y avait une OAP, un sursis à statuer, qu'est-ce que ça veut dire? Et il n'y a ni l'un ni l'autre, je pense que sur là, qu'est-ce que ça veut dire? Et on répondra sur la procédure d'enquête publique, sur comment vous pouvez vous exprimer sur ça. Oui, alors... Il y avait une OAP effectivement sur Belbès-Doumergue, donc on était assez avancé sur ce projet. Effectivement, il faut bien mesurer le nombre de logements que ça peut créer et si ça rentre par rapport à notre objectif du POA des 280 logements par an. Par rapport à ça, il y a aussi des équipements publics à faire. Vous savez, il y a un petit barreau qu'il faut construire entre la route de Tarbes et le chemin de Belbès. Donc tout ça, ça fait qu'il faut avoir un projet un peu plus abouti, un peu plus structuré, pour en revenir aussi à la faisabilité des choses par rapport aux prix d'acquisition, au prix des logements construits et à tous les équipements qu'il faut rajouter. On ne peut pas rester dans une OAP toute simple et donc il faut un périmètre d'études et c'est ce qu'on appelle ce PAPAG qui va nous permettre pendant un certain temps de bien finaliser à la fois tous les équipements publics à faire au niveau de la voirie et des réseaux et au niveau des projets en eux-mêmes sur ce secteur. Au niveau des secteurs où on met un périmètre de sursis à statuer, par exemple sur l'OAP Verdier, c'est là où vous étiez, monsieur, voilà. Là, c'est un endroit où effectivement, on sait qu'il faut qu'il y ait une mutation parce qu'on est sur des restes industriels qui ne sont pas non plus très valorisants par rapport à l'ensemble urbain qu'il y a autour. Donc, au lieu de laisser les choses se faire et peut-être pas bien se faire parce que malgré tout, aux étiquettes, avec le règlement, il faut laisser de la constructibilité à cet endroit-là si on veut que ça mute dans les bonnes conditions. Et bien là, on met un périmètre de sursis à statuer qui va nous permettre pendant les 3 ou 4 ans d'études possibles de ne pas délivrer de permis de construire et de statuer à une fois que les études sont faites. Voilà. Alors, les riverains seront informés. Concertation, des études, c'est pas que des études, etc. C'est concertation, évidemment. C'est un peu dans la... Voilà, comme on le pratique aussi. Donc, il y aura information préalable sur la nature des études entreprises. Tout ça n'est pas défini aujourd'hui. Hein, comprenez-le, évidemment. Ça démarrera concrètement au moment où le PLUH va être approuvé pour qu'on ait les outils réglementaires et d'ingénierie pour le faire. Mais on prépare effectivement tout ça. Pour l'enquête publique, vas-y. Alors pour l'enquête publique, c'est toujours pareil. Une fois que le PLU va être approuvé en conseil de métropole, les personnes publiques associées vont être... le dossier va s'instruire au niveau de ces personnes-là. Et ensuite, il va y avoir enquête publique, donc du public. Là, il y aura un commissaire enquêteur qui va être désigné. Ça sera affiché sur la commune hein, et sur le site, on en parlera aussi de cette enquête publique. Le délai de l'enquête publique, je crois que c'est 3 mois dans le cadre d'un PLU, c'est ça? Voilà, pendant 3 mois, vous pourrez prendre rendez-vous avec le commissaire enquêteur ou déposer vos demandes sur un site dédié à Toulouse Métropole par rapport à cette enquête publique. Donc il y a plusieurs façons de dire son avis, d'exposer son avis. Le mieux, c'est quand même aussi de rencontrer directement le commissaire enquêteur qui aura des jours de permanence en mairie et tout se passe, tout est consigné sur un registre et le commissaire enquêteur nous fait au final un relevé de tout ce qui a été dit
et relève les points les plus marquants, les points où il faut améliorer. Donc ça, il nous préconise des recommandations ou des réserves, et nous, on doit répondre, Toulouse Métropole doit répondre à toutes les réserves et toutes les recommandations par rapport aux avis qui ont été donnés par nos concitoyens. Voilà. Monsieur Falcou, j'ai répondu sur la question de la consommation des NAF, la répartition, équipement, etc. Je pense qu'on a répondu PAPAG, périmètre de sursis à statuer, les études qui vont être lancées. Revenez, on va faire tourner le micro, donc revenez si l'explication qui a été donnée n'est pas suffisante pour avoir un peu plus. Je me fais acheminer la fiche de l'OEP qualité environnementale pour vous donner une réponse. Mais je sais que vous la connaissez, cette fiche, mais je veux donner des indications précises. Donc il me faudrait le document sous les yeux. On refait un tour de questions. Il est 20h, donc je vous propose un dernier tour de questions sur ce sujet. Oui, bonjour, Madame Ouaïda, secteur François Verdier aussi. Alors, vous parliez de développement économique et entreprise. Et en même temps, quand il y a des secteurs qui sont déjà industriels, vous dites que vous souhaitiez les changer pour les faire muter en logement. Donc, c'est vrai que je ne comprends pas toujours l'ambition, finalement. Et c'est vrai que moi, je suis aussi curieuse des outils dont vous avez parlé. Parce qu'en centre-ville, il y a beaucoup de locaux vides, en fait. Je trouve que l'économie justement se vide à Tournefeuille et ça devient plutôt une ville dortoir que attractive. Donc voilà, je voulais savoir un peu plus sur vos outils attractifs en termes d'économie et je trouve dommage de remplacer des industries par des logements. D'autres questions? Le monsieur derrière Guillaume, photographe, allez-y. Oui, Olivailleret, centre-ville. Donc, il y a une bonne nouvelle à propos du vélo qui va être. On va voir arriver donc les vélos, la prestation des vélos. Est-ce que de cette façon-là, on va revoir aussi tous les circuits cyclistes qui avaient été élaborés en décembre? Est-ce qu'il va y avoir des évolutions? Est-ce qu'il va y avoir des changements notables? Ou comment ça va se décliner au niveau de la commune? Parce que si les vélos arrivent, il faut pouvoir circuler. Oui. Très bien. C'est Sophie Valque qui va vous répondre. Elle est là, Sophie, elle va répondre sur le vélo. Je réponds à Madame sur François Verdier. On recherche toujours l'OAP environnemental pour un... Oui, mais bon, je veux donner... C'est très technique. En même temps, c'est très concret, technique. Donc je... Allez, vas-y, donne des tendances. Et je répondrai à Madame sur François Verdier. Donc, il y a eu tout un ensemble de discussions pour savoir si... il y avait des choses qui rentraient de façon réglementaire ou pas. Donc cette OAP environnementale décrit tout un ensemble de dispositifs, d'intentions ou d'objectifs, mais fixe quand même quelques règles. Donc en particulier sur le photovoltaïque, je pense, où il y est fortement incité de mettre au moins 30% de photovoltaïque sur l'ensemble des constructions, que ce soit en individuel ou en collectif. Il y a tout un ensemble de dispositions pour que la biodiversité soit bien prise en compte dans les projets de construction, pour qu'un collectif ou une maison ne vienne pas perturber le fonctionnement de la trame verte, de la trame bleue. Il y a des choses qui concernent les distances d'implantation par rapport aux fossés. Il y a tout un ensemble de choses. Et c'est vrai que c'est quand même un document assez technique, assez complet. Donc je ne sais pas jusqu'où vous souhaitez que l'on aille, mais effectivement, c'est vraiment très intéressant. C'est comment faire un habitat qui a le moins d'impact possible sur son environnement, à la fois dans sa conception, son orientation, son caractère bioclimatique, son empreinte climat, etc. etc. C'est ça l'esprit de cette OAP environnementale. Voilà, il y a tellement de choses très précises que je pense que ce n'est pas tout à fait l'objet quand même. Photovoltaïque, elle a été évoquée. La question de l'eau est très présente. Rénover de matière, la rénovation des bâtiments. Donc là, à ce stade, au stade du PLUH, mais
votre question, Madame Herman, c'était pour médiatiser cette question-là. Vous, je ne vous réponds pas à vous, vous la connaissez fort bien. Il y a un ensemble d'orientations, d'actions, de pistes d'action qui feront l'objet de fiches actions. On est dans une logique un peu plus, comment dire, moins réglementaire que le règlement, la carto du PLUH, ce qui est traditionnel dans un PLU. On est sur quelque chose de plus dynamique, fiche action, orientation, qui pourront peut-être amener un certain nombre de financements aussi de la métropole, etc. Donc on est sur la qualité du bâti, sur le photovoltaïque, sur l'eau, sur la végétalisation, sur plein de sujets. Et donc ce sera un outil très important pour nous, vous avez raison de l'appeler, parce qu'on pourra s'appuyer sur ça. Sur François Verdier, alors, deux choses. La première, c'est que, sauf à ce que les services me disent, non, on est en UM, on est en zone mixte. Donc, on sera sur ce secteur-là comme dans beaucoup de secteurs. Ça n'interdit pas. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas labellisé ou identifié une zone d'activité économique. Et en mixte, on pourra accueillir du bureau. S'il y a un projet de bureau, s'il y a du tertiaire, etc. Je n'imagine pas de l'industriel, ça c'est sûr, parce que ça relève d'autres logiques. En revanche, à cette maille-là, donc je le répète, on est en zone mixte, donc ça ne l'interdira pas. En revanche, ça ne constitue pas, cette maille-là, une zone d'activité économique stratégique pour la métropole. Socamil, l'ex-Socamil non plus d'ailleurs. Hein. On est sur des territoires, sur des secteurs beaucoup plus importants que ces mailles-là. Donc ça ne l'interdit pas. On pourra accueillir, et on le fait, évidemment, que ce soit de l'économique de proximité, que ce soit de l'économique du tertiaire, etc. Il n'y a pas de souci. Moi, ce terme de ville dortoir n'est pas le mien, donc je suis toujours désespéré de l'entendre. Mais quand il vient, je suis ravi d'y répondre. Non, Tournefeuille n'est pas une ville dortoir. Ça n'a jamais été une ville dortoir. Si effectivement, par ville dortoir, vous identifiez quelque chose qui est une ville où effectivement l'emploi, il y a moins d'emplois, où les gens qui résident, les tournefeuillers, ne travaillent pas à Tournefeuille, ça serait très bien, mais ce n'est pas ça une ville dortoir. Une ville dortoir, c'est là où on dort, où il n'y a rien. Il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'activité associative, il n'y a pas de périscolaire, il n'y a rien. C'est ça une ville dortoir. Dans le concept des banlieues, de la ville dortoir, des banlieues autour de Paris, des villes nouvelles, et des choses comme ça. Jamais, ça n'a jamais été le cas à Tournefeuille. Je sais qu'on caricature souvent les choses, donc il n'y a pas de difficulté à ça, mais en tout cas, les élus qui nous ont précédés ont toujours fait en sorte que ça soit une ville. Alors, jamais. L'histoire de Tournefeuille n'est pas là. L'histoire de Tournefeuille, c'est d'une commune résidentielle, et encore une fois, et donc moi j'aime bien le discours qui tente à dire on fait fi de l'histoire et on repasse à zéro, et on repart à zéro, et on remet des grandes zones d'activité économique partout à Tournefeuille. C'est pas vrai, ça ne tient pas, en prenant des exemples toujours très concrets, les ramassiers, vous voyez, des exemples venus d'ailleurs. À Tournefeuille, en tout cas, c'est pas notre projet politique, et c'est pas entendable, c'est pas raisonnable de le faire comme ça. En revanche, c'est pas une ville dortoir non plus. C'est une ville qui a une richesse associative, qui a une richesse périscolaire, qui a une vie culturelle, une vie sportive, qui fait que effectivement, on n'a jamais considéré que c'était une ville dortoir. Voilà, c'était pour répondre à votre question sur ce sujet-là. Alors, Bernard. Oui, juste par rapport au renforcement économique, vous demandiez quels outils on avait prévus. Et dans le PLUIH, il ne vous a pas échappé, les ZPAC, c'est-à-dire ces zones de priorité à l'activité économique, qui vont être développées, et au commerce, le commerce c'est aussi de l'économique, et ces zones de commerce qui vont être étendues à la fois sur le centre-ville, mais aussi au niveau de toutes les centralités, pour renforcer l'attractivité et la possibilité de faire des commerces. Et ça, c'est quand même pas mal, parce que jusqu'à présent, on n'avait pas cet outil-là. On n'avait pas cet outil qui nous permettait aussi de préserver, de pouvoir choisir aussi la qualité des commerces qui peuvent venir s'installer. Et ça vient en plus de ce qu'on avait dans le précédent PLUIH. Voilà. Et juste pour un dernier mot, par rapport à l'économique, c'est vrai qu'on n'est pas une ville dortoir,
il y a quand même 6500 personnes qui travaillent et qui habitent à Tournefeuille. Sur 28 000 habitants, c'est quand même pas mal. Oui, souvent on se compare. On se compare à nos communes voisines qui ont une histoire différente et qui voilà, c'est l'histoire de notre territoire avec ce que ça comporte comme nuisance aussi quand on parle d'activité industrielle, quand on parle d'activité de tout ça. Écoutez, messieurs, dames, il est 20h15, on avait fixé 20h. Alors, ah oui, Sophie sur le vélo. Sophie Valk. Heureusement qu'on ne me coupe pas l'occasion de parler du vélo. Donc pour le vélo, il y a 2 niveaux de développement, je dirais. Il y a tout ce qui touche au réseau express vélo, qui est donc là un schéma de développement qui est géré au niveau de Toulouse Métropole. Dans le cadre des rêves, donc réseau express vélo, on est concerné par 2 rêves. Il y a le rêve numéro 8, pour lequel on a beaucoup discuté sur le trajet, l'itinéraire exact du rêve numéro 8. Au début, Toulouse Métropole voulait le faire passer le long du Touche. On a insisté pour qu'il soit décalé sur le petit train, parce qu'on pensait que c'était plus efficace, qu'il y avait moins de conflits piétons-vélos qui auraient eu lieu sur le bord du Touche. Donc ça, c'est pour le rêve numéro 8. Les travaux ont commencé sur le rêve numéro 8, toute la portion entre le lycée et le collège. Ça, c'est fait. Il manque le marquage au sol, mais c'est en cours. Donc tout ça, c'est dans... Après ça, on est aussi concerné par le rêve numéro 14, qui vient de Cugnot, qui est le long de la voie verte du canal Saint-Martory. Et donc ça, c'est en cours. Il y a encore des problèmes d'expropriation, mais ça va être débloqué. Et ça va être connecté à travers la Ramée au rêve numéro 5. Donc ça, c'est pour le schéma vraiment au niveau des grands axes au niveau de Toulouse Métropole. Après ça, on a aussi des développements de pistes cyclables et d'aménagements cyclables qui sont gérés par le budget voirie que nous gérons plus précisément. Et dans ce cadre-là, on a commencé en début de mandat, on a pris en fait tout le fichier des demandes qui avaient été élaborées par Vélo Tournefeuille, et avec le comité participatif des mobilités, on a identifié des priorités. Les priorités qui ont été identifiées, c'est tout ce qui développe les accès au niveau des écoles. Et donc on a monté un dossier par école qu'on a fait remonter à Toulouse Métropole et qui est en cours de traitement et qui vont être réalisés d'ici la fin du mandat. Donc ça a été vraiment la priorité, développement autour des écoles. Et puis il y a encore quelques axes majeurs qui doivent être faits, qui ont été aussi relevés. Mais c'est vraiment avec le comité participatif des mobilités qu'on a identifié les priorités à être traitées dans le mandat. Et c'est comme ça qu'on avance. Merci Sophie pour ces réponses très précises, très claires. Mesdames, Messieurs, il est 20h15. Je vous propose de conclure cette réunion en vous remerciant d'y avoir participé à nouveau. N'hésitez pas à revenir vers les élus, là, soit maintenant, soit un petit peu plus tard. Nous serons toujours à votre disposition. Bernard sur le PLU, Jean sur ces sujets-là. Vous remerciez vraiment de votre participation. La prochaine réunion publique, si tout va bien, sera sur l'aménagement de Marquisa, du RM50. On vous reprécisera la date et l'horaire, le lieu, tout ça. Là aussi, une réunion publique parce que c'est des travaux qui devraient démarrer. On va voir si on arrive à finaliser tout ça. En tout cas, c'est la prochaine étape. Merci beaucoup d'avoir participé. Je vous souhaite une bonne soirée.